Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Les États-Unis s'apprêtent à organiser la deuxième édition du sommet pour la démocratie. Le narratif démocratie contre autoritarisme peut-il vraiment contribuer à construire un monde meilleur et plus démocratique? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui par visioconférence depuis Dakar, M. Augustin Hall, professeur de l'Université de Xiamen et consultant à l'UNESCO, et M. Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe. Bienvenue dans notre émission. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, je vais commencer par M. Ding Yifan parce que vous avez écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Au-delà de la démocratie. Dans ce livre, vous avez retracé un peu l'origine de cette notion de la démocratie et des cas dans le monde. Donc, quand on regarde cet sommet de la démocratie, on se demande si on retrace un peu l'origine. Est-ce que c'est parce que la notion de la démocratie est née et développée aux États-Unis qu'aujourd'hui les États-Unis se donnent le pouvoir de décider un peu quels sont les pays qui sont démocratiques et qui peuvent être réunis sous ce sommet de la démocratie? Oui, vous avez soulevé une très bonne question. Qui a le droit de définir la démocratie? Eh bien, en fait, si on lit la Constitution des États-Unis, eh bien, à aucun endroit vous trouverez le mot la démocratie. Donc, en fait, depuis la fondation des États-Unis, ce qu'on appelle les founding fathers, sont les fondateurs des États-Unis, ne se définissent pas comme une démocratie. Loin de là. Et en plus, au moment de la définition de la première constitution aux États-Unis, bien, il ne faut pas oublier qu'il y a des bouleversements sociaux un peu en Europe. Donc, ils pensent que la démocratie serait une forme dangereuse de la gouvernance publique. Ils ont défini des limites de vote, etc., dans leur constitution, une manière de limiter le vote populaire, etc., d'autant plus qu'à l'époque, lorsqu'ils ont défini la Constitution des États-Unis, les représentants ne sont pas élus. Ce sont des représentants autodésignés. Sur le moment, c'était des maîtres d'esclaves. Donc, que pensez-vous de ces maîtres d'esclaves quand ils vont créer un nouvel État et qu'ils pensent qu'ils vont créer une démocratie? Donc, s'ils ne définissent pas comme une démocratie, ils se définissent comme quoi alors? Ils étaient une espèce de république, parce qu'à l'époque, la république et la démocratie, ce sont deux choses. D'après les théories de la démocratie, c'est-à-dire les théories des anciens philosophes grecs, Platon et Aristote, etc. En fait, la démocratie serait une version pervertie de la République. En fait, ils définissent les régimes politiques d'après le nombre de gouvernants au pouvoir. La monarchie contre tyrannie. La monarchie pourrait être un bon régime si le monarque, donc le roi, etc., est bienveillant, etc., etc. La monarchie pourrait être un bon régime, selon les philosophes grecs. Mais une version pervertie de monarchie serait la tyrannie. Lorsque le roi est devenu tyran, donc c'est la tyrannie. La tyrannie, c'est la version pervertie de la monarchie. Donc, lorsque les Américains, les ancêtres des Américains ont créé un État indépendant, ils ont sorti de l'Angleterre, eh bien, ils ont décidé de fonder une république. Donc, ils ont créé des barrières, ils ont créé des garde-fous contre une espèce de dérail, au déraillement de la République, pour prévenir une démocratie. Donc, c'était à l'époque. La démocratie n'était pas une bonne forme du
pouvoir. On va revenir un peu plus tard pour discuter un peu plus de la démocratie actuelle aux États-Unis. Et je vais retourner vers Monsieur Hall. Vous êtes archéologue et vous portez un intérêt particulier aussi à l'histoire, surtout à l'histoire africaine. Donc, on sait que l'Afrique a connu aussi une période ce qu'on appelle la démocratisation. Donc, en tant qu'Africain, vous avez sans doute votre propre mot à dire aussi sur cette notion de la démocratie. Oui, tout à fait. Je pense que les formes de démocratie représentative qui sont aujourd'hui instaurées dans plusieurs pays africains sont une sorte d'héritage de la colonisation, plus ou moins. Donc, elles ont abouti sont le résultat de manipulation et de choix entre l'élite locale de la période des indépendances et les puissances coloniales. Ça peut-être qu'il y a eu des régimes plus ou moins révolutionnaires qui voulaient se débarrasser complètement de la tutelle coloniale et d'autres qui étaient beaucoup plus arrangeants. Donc, par des manipulations subtiles, les pouvoirs coloniaux ont réussi à maintenir certains régimes en place par l'utilisation de la démocratie de multipartisme ou monopartisme et démocratie représentative. Le bilan est assez clair aujourd'hui. Je pense que c'est dans certains pays ce cycle de renouvellement des élites politiques a pris sur une poignée d'États. Dans d'autres, cela n'a pas pris. Donc, la leçon, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de régime politique qui règle tous les problèmes dans l'idéal et qui serait opposable aux autres régimes politiques de la planète. Donc, chaque pays a un héritage historique qui fait que le plaquage simple d'un mode de gouvernement à des réalités sociopolitiques différentes est une sorte de placebo. Et dans la démocratie représentative que l'on a dans certains pays aujourd'hui, ce sont des joutes entre partis politiques pour accéder à des positions de pouvoir. Et une fois que c'est fait, généralement, on oublie le peuple, on revient le voir quand il faut réélire les nouveaux représentants. Et donc, le constat, il est très clair. Hein. Là où cela a réussi, il y a peut-être quelques cas exemplaires, disons que l'Afrique du Sud, à cause d'une histoire politique assez tendue, et le Nigeria avec des hauts et des bas, le Sénégal avec des hauts et des bas. Donc c'est toujours une œuvre en construction. Et donc l'opposition absurde qu'on a aujourd'hui entre démocratie et autoritarisme ou n'importe quel mot qui est utilisé est une simplification langagière. Ça n'a vraiment aucun sens historique. C'est des slogans pour rentrer dans la compétition géostratégique qui a cours aujourd'hui. Mais la leçon de l'histoire, c'est tout simplement que les régimes politiques se construisent en fonction des héritages culturels et que prétendre qu'il y en a un qui est supérieur à tous les autres, c'est de la démagogie et peut-être même de l'hégémonisme, si vous voulez. Donc c'est comme ça que je présente cela. La démocratie représentative peut marcher dans certaines circonstances. Dans la majeure partie des pays africains, cela ne marche pas parce qu'il s'agit d'un plaquage. Ce qu'on a à faire en Afrique, c'est d'essayer, pas des expériences, hein, les expériences ne réussissent pas toujours, d'aller vers un régime qui conviendrait aux réalités africaines, peut-être du 21e ou du 22e siècle. C'est une œuvre en construction. Et, Là, donc il faut accepter l'expérimentation. Il n'y a pas de fin de l'histoire. Ah ouais. Ça c'est un point. Enfin, ça c'est un point que je voulais soulever tout à l'heure en fait, c'est-à-dire que ce fameux livre, La fin de l'histoire. Et Monsieur Hall, vous avez vécu aux États-Unis pendant 15 ans. Et vous avez été professeur dans des écoles très célèbres. Donc,
quelle est votre expérience de vie aux États-Unis? Parce que c'est un système, s'il s'agit du système politique le meilleur dans le monde, il est censé de garantir un meilleur développement personnel de tout le monde. Et vous, en tant que professeur pendant plus de 15 ans, est-ce que vous pensez que vous avez un développement, vous pouvez sentir que au plan égalitaire, au plan liberté, est-ce que vous avez senti que c'est effectivement le système le meilleur dans le monde? Dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que chaque société gère ses enjeux avec son système politique. Donc, là, le système, il faut peut-être être précis sur le terme, c'est une question de démocratie représentative. C'est vraiment des sélections des élites pour faire tourner la machine politique. Il y a des organisations sociales qui fonctionnent à l'échelle locale et qui sont beaucoup plus au fait des questions à résoudre. Donc moi, comme enseignant, de toute manière, j'étais complètement à l'écart du système politique parce que ça ne me concernait pas directement. Mais dans votre vie quotidienne, par exemple, quand vous vivez, voilà, c'est plus dans votre vie quotidienne. Oui, mais dans la vie quotidienne, disons, le système politique aux États-Unis est tellement décentralisé que c'est les véritables questions se résolvent à l'échelle nationale, à l'échelle locale. Donc au niveau des universités, les enseignants de l'université sont des universitaires, ils gèrent les questions universitaires de leur manière totalement indépendante de l'État. Donc, mais cependant, au niveau de la vie collective, c'est le régime légal du pays qui est important pour la personne. C'est vraiment pas le système politique en tant que tel. Donc il faut vraiment les séparer. La vie quotidienne est impactée, si vous me permettez cette expression-là, par des événements politiques lors des fièvres électorales. Mais après ça se calme et ça vient d'une échéance à une autre. Mais au niveau du vivre individuel, comme enseignant noir aux États-Unis, je suis passé par toutes les expériences des personnes noires aux États-Unis. C'est-à-dire parfois le ciblage policier, parfois des questionnements un peu plus longs que les autres. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je rentrais d'une mission au Burkina Faso avec mes étudiants californiens et donc tous mes étudiants ont passé le contrôle d'entrée à l'aéroport et malgré tous mes papiers d'universitaire, j'ai été amené pour un questionnement supplémentaire par les agents de douane pour être sûr que je n'étais pas un faussaire qui voulait immigrer aux États-Unis. Mes étudiants étaient extrêmement embarrassés parce que ils n'imaginaient pas que ça pouvait se passer aux États-Unis. C'était des étudiants mixtes. Il y avait des étudiants d'origine chinoise, des étudiants d'origine africaine, des étudiants d'origine européenne. Donc, au niveau de la vie quotidienne, il y a ces différents niveaux qu'il faut différencier. C'est pour ça que cette histoire de démocratie contre autocratie, c'est une véritable absurdité discursive. Il n'y a pas de paradis sur Terre. Et donc, au niveau du quotidien, peu importe le régime politique, s'il n'y a pas le respect de la personne, quelle qu'elle soit, je pense qu'on peut disserter sur la valeur du régime politique, et tout cela, c'est de la rhétorique politique, je pense. Donc, je veux dire, pour me résumer, disons que au niveau de la vie individuelle, on peut se passer de ces grands discours sur la démocratie. Et ce discours-là n'a de validité que dans les rivalités géostratégiques qui ont cours aujourd'hui. Alors, c'est ce que j'ai bien compris, c'est-à-dire que vous voulez dire que finalement, ce qu'il prend aux États-Unis est une démocratie et c'est le meilleur système politique du monde, ça n'a rien à voir avec finalement la vie quotidienne des gens qui vivent sous ce genre de régime politique.
c'est ça? Absolument. Oh, ok. Alors, Monsieur Dinh Phan, je voudrais revenir vers vous parce que vous avez aussi vécu aux États-Unis et vous avez beaucoup écrit sur les États-Unis dans votre livre sur leur système politique. Alors, il y a un think tank suédois international Institute pour la démocratie électorale, l'assistance électorale, a inscrit pour la première fois en 2022 que les États-Unis est sur la liste des démocraties en régression. Donc, comment illustrez-vous, quels commentaires portez-vous sur cette note et quelles sont les problématiques aujourd'hui qu'on voit concernant le système politique? Très bien, très bien. Je pense que l'Institut de recherche suédois a fait un très bon travail parce qu'il montre que, en fait, quand on qualifie les différents régimes politiques, etc., comme a expliqué le professeur Hall, en fait, il y a toutes sortes de manières de voir les choses. En fait, l'évolution ou les régimes politiques se portent comme un être humain. Il s'évolue. Et parfois, il fait du progrès. Parfois, il régresse. Donc, la démocratie ou d'autres formes, la démocratie représentative ou d'autres formes de régime politique, bien, ça comporte quelquefois bien, ça se comporte quelquefois pas très bien. Le système, soit démocratie représentative aux États-Unis, est enfoncé dans une période un peu chaotique. On n'a pas oublié le scénario où le Capitol Hill, donc le Parlement américain, a été occupé par des émeutes, par une population d'émeutes. Et on n'a pas oublié que le président des États-Unis viole des règlements, des lois, etc. Et tout cela montre que finalement, le régime politique, quel qu'il soit, aux États-Unis, est dans un désarroi de fonctionnement. Il ne fonctionne pas très bien. Il ne fonctionne pas. En plus, depuis cette année, le débat entre le Congrès et l'administration, donc le pouvoir exécutif, est tellement acharné que finalement, aucune décision importante ne peut sortir de ce genre de jeu politique entre le Parlement et le pouvoir exécutif. Finalement, je pense que de ce point de vue, on ne peut pas dire qu'une forme démocratique soit idéale ou pas. On peut dire que cette forme de démocratie représentative est enlisée dans un chaos ou dans une situation qui ne fonctionne plus d'après ces principes de la fondation. Donc on a raison de questionner l'état de fonctionnement de ce régime politique, quel qu'il soit. Eh bien, l'Institut de recherche suédoise a tiré une conclusion que ce régime politique est en régression, même par rapport à ses principes. Alors, je voudrais continuer avec vous, M. Dinh Phan. En fait, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié un rapport sur l'état de la démocratie aux États-Unis en 2022 et qui soulève de différentes situations dans la société américaine. Et quel message souhaite envoyer la Chine par le biais de ce rapport, sachant bien sûr que la Chine n'est pas invitée pour ce sommet de la démocratie? C'est-à-dire que le gouvernement chinois, par la voie de son ministère des Affaires étrangères, veut signaler que, en fait, l'attitude du gouvernement américain vis-à-vis de la promotion de la démocratie est hypocritique. Et hypocritique au sens où il n'arrive pas à bien ménager sa propre maison avant d'aller vers le monde, avant de faire ce genre de grands rassemblements des pays démocratiques.
à travers le monde, alors que à l'intérieur même des États-Unis, sa forme de gouvernance publique est en désarroi. Donc, la Chine est en droit de poser la question, de susciter l'attention de l'opinion publique internationale que finalement, si un pays n'arrive même pas à gérer ses affaires intérieures, pourquoi a-t-il la prétention et le courage de dire que je vais exporter mon modèle? Est-ce que les États-Unis veulent vraiment exporter son modèle chaotique vers le monde par ce genre de démocratie? C'est une véritable question que les autres pays doivent se poser. Alors, je vais retourner vers M. Hall. Vous avez mentionné tout à l'heure au début de l'émission que l'Afrique a le droit à son propre chemin de développement. Je sais que ça vous tient à cœur d'écrire vraiment que l'histoire de l'Afrique soit écrite par les Africains. C'est une idée qui vous tient à cœur. Et je constate que vous prenez grand soin de corriger certaines narratives qui voudraient, par exemple, que, entre guillemets, ce soit les autres qui aient appris aux Africains à semer le maïs ou d'autres plantes. Ça me vient l'idée que, est-ce que c'est pour la même chose? C'est que c'est le temps, d'après ce que vous avez dit, d'arrêter de dire que c'est les autres qui vont apprendre aux Chinois, aux Africains, quel genre de chemin de développement qu'ils doivent prendre et avoir le chemin propre de développement, c'est aussi une aspiration des pays africains. Ah oui, la réponse à la question immédiatement, oui. C'est-à-dire le fait que l'Afrique ait été spoliée et colonisée à une époque ne justifie pas le maintien de tout ce continent dans l'enfance jusqu'à la fin des temps. Donc il y a vraiment un bouillonnement intellectuel en Afrique aujourd'hui qu'on nous laisse. Donc, nous essayons de prendre en main le destin du continent et de construire notre avenir avec les moyens à notre disposition sans recevoir des leçons de qui que ce soit. Donc le problème, c'est que les rapports géostratégiques ne fonctionnent pas de cette manière. Si vous voulez, prenons un peu de recul et faisons un peu d'histoire. Donc, il y a eu du sabotage systématique de programmes de développement de l'Afrique à partir des indépendances, parfois secrets, parfois totalement ouverts. Donc, le cas le plus dramatique, c'est les institutions de Bretton Woods ont mis en place le joli concept d'ajustement structurel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que tous les pays du monde doivent adopter l'économie néolibérale, ouvrir leur marché à tout le monde et les services aux populations doivent être payants. L'école doit être pour ceux qui peuvent payer, les hôpitaux et ainsi de suite. Ça, quand j'étais enfant au Cameroun, nous avions des médicaments à l'école. On distribuait des antipaludiques chaque semaine. À l'école primaire, il y avait des livres d'école dans les écoles. On n'avait pas besoin d'apporter les manuels à l'école. Et il y avait du lait qui était distribué dans les écoles le matin pour les élèves. Ça, c'était dans les années 60-70. Avec l'ajustement structurel qui a frappé mon pays, le Cameroun, dans les années 80, ça a été la descente aux enfers. Et cela s'est ajouté à 2 dévaluations du franc CFA, parce que la monnaie des pays africains est contrôlée par la France. Donc la France dévalue cette monnaie en fonction de ses propres impératifs socio-économiques. Donc imaginez que vous gagnez à peu près 500 000 francs CFA par mois, vous avez des enfants, vous avez une famille, vous avez un standard de vie. Vous allez vous coucher un soir et vous vous réveillez le matin, votre revenu est divisé par 2. Et 2 ans après, on refait la même chose. Non, après, on vient nous parler de corruption. Ouais. Donc, imaginez une seconde, des gens qui ont vécu c'est-à-dire que avec ce tout ça niveau pour accepter un modèle
soi-disant meilleure dans le monde, comme la démocratie. Exactement. Toutes les entreprises publiques ont été vendues au secteur privé et qui achètent? C'est les entreprises occidentales. Donc, c'est une forme de néocolonisation économique qui fait qu'en fait, plus fort dans les pays francophones que dans les pays anglophones, l'élite africaine n'a pas le contrôle de ces instruments de développement économique. Donc, nous parler de démocratie et de tout. La démocratie est tout simplement un cache-sexe pour l'expansion de l'idéologie néolibérale. C'est-à-dire contrôler les économies des pays qui n'ont pas de puissance économique et militaire pour pouvoir se défendre. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre sur la place publique les mécanismes de ce discours pernicieux autour de la démocratie. C'est vraiment une tentative de maintenir un contrôle sur les pays relativement fragiles économiquement et que si vous êtes dans le bon côté des États-Unis, ils négocient très très vite pour que la Banque mondiale et le FMI vous donnent des prêts. C'est le cas pour le Rwanda, c'est le cas pour d'autres pays. Et si vous n'êtes pas dans les bonnes grâces des États-Unis, vous pouvez avoir de très bonnes raisons de demander des prêts, vous ne les aurez jamais, ou alors à des coûts prohibitifs. Donc il faut vraiment analyser ce discours qui est en train d'être bassiné dans les médias internationaux de l'Ouest. C'est vraiment une tentative de maintien d'une hégémonie sociopolitique sur le reste du monde. Et bien sûr, il y a des résistances maintenant qui n'existaient pas il y a à peu près une dizaine d'années. Et donc, il faut affaiblir par des campagnes de presse ces nouveaux pays qui résistent à la tentative de domination permanente du monde. Bon, c'est la Chine, hein, c'est la Russie, c'est l'Inde qui joue un peu mouvement de balancier, c'est le Brésil, je pense, c'est les BRICS, qui sont en train d'essayer de constituer une alternative pour un monde que nous souhaitons tous multipolaire. C'est-à-dire, on respecte les manières de faire d'autres pays, on accepte que le monde est pluriel et on joue franc jeu au niveau de la coopération avec ce que cela comporte. Donc, c'est un peu ça la vision du monde que nous souhaitons tous, mais les puissances déclinantes peuvent être extrêmement vicieuses. On a vraiment l'impression qu'elles veulent couler avec le reste du monde. Ça s'est vu avant. Hein. Je suis archéologue, c'est pas nouveau. En fait. Ce cycle d'émergence, d'ascendance, de domination et puis de décadence est un cycle d'évolution historique qui est inaltérable. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps, mais la domination occidentale a commencé, prenons en 1500. Hein. Donc, un demi-millénaire, c'est quand même beaucoup. Donc, Rome a duré un peu plus longtemps. L'Empire mongol a été beaucoup plus court. Les Cosaques en Europe, c'est des cycles historiques inévitables. Donc, nous devons vraiment être dans cette logique de construire un monde beaucoup plus pacifique où on accepte les différences de fonctionnement, qu'on accepte la diversité culturelle, on accepte les différences de fonctionnement économique et on met en place des passerelles de communication pour que le monde continue à fonctionner sans être dans des blocs antagonistes. Alors, je vous remercie, M. Hall et M. Dinh Phan, d'avoir participé à notre émission et partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.